On va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire après le retour des vacances d'été. Alors, je me présente rapidement. Mon nom est Dorothée Conta-Cabana. Je suis la coordonnatrice du réseau Calaxia et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Vieillissement, perte d'autonomie, consommation de substances psychoactives et instabilité résidentielle, principaux résultats du projet de recherche INSTOPA. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un peu là, l'axe santé mentale des populations du réseau de recherche en santé mentale des populations, là, qui est un de nos partenaires pour ce webinaire. Alors, dans le fond, ça a été créé en 2014 dans le but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. Il regroupe en ce moment plus de 150 membres étudiants, chercheurs et associés qui proviennent de différents milieux et qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Le réseau offre plusieurs opportunités de financement, je veux dire, comme des initiatives structurantes et comme différents concours pour les chercheurs et les étudiants, mais aussi pour des rayonnements de projets de recherche de ses membres. Je vous présente aussi le réseau Calaxia. Alors, le réseau Calaxia est un réseau qui met en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès de publics diversifiés comme les gestionnaires et les professionnels œuvrant en santé et services sociaux et ainsi et aussi dans les milieux communautaires. Cette mise en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires, des publications brèves et des ressources en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de Calaxa et aussi leurs médias sociaux. Alors, juste avant de commencer, je vous informe que la séance sera enregistrée et que par la suite, elle sera disponible sur le site web du RRSPQ de Calaxia et aussi sur la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, on vous invite à écrire vos questions dans le module questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. Puis, on va avoir une période d'échange à la fin de ce webinaire. Alors, on vous invite à écrire, mais probablement qu'à la fin aussi, si vous voulez poser votre question de vive voix, n'hésitez pas à lever la main. Aussi, certaines informations vont être mises à votre disposition dans la section clavardage. Si vous avez des questions, tout ce qui est notamment technique, vous pouvez aussi les écrire dans le module conversé. Et Armelle Imbois, la coordonnatrice de l'Axe santé mentale des populations, se fera un plaisir là, de répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers, notre conférencière pour aujourd'hui. Alors, avec nous, on a Vincent Wagner, qui est chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances et professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Vincent s'intéresse aux trajectoires des personnes qui utilisent les substances psychoactives, incluant leur usage des services et leur processus de changement. Il travaille notamment auprès des personnes aînées et des personnes vivant avec de la précarité sociale. Ensuite, on a David Guertin, qui est coordonnateur de recherche à l'Institut universitaire sur les dépendances. Il a travaillé pendant plusieurs années auprès de la population en situation d'itinérance à Montréal, au sein du réseau communautaire en hébergement. Et finalement, on a Camille Bourgoin, qui est professionnelle de recherche à l'Institut universitaire sur les dépendances et qui complète actuellement un programme en évaluation en santé publique à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse à l'évaluation d'interventions en santé et au transfert des connaissances. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à nos conférenciers et notre conférencière et bonne conférence à tous. Merci Dorothée, bonjour tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Hop, ici. Ok, voilà. En fait, aujourd'hui, comme ça a été introduit, on va vous parler un petit peu des résultats d'un projet qui, d'ailleurs, pour le petit contexte, c'est qu'on avait présenté le projet, je pense, il y a 2 ans, dans le cadre d'un webinaire équivalent au SPQ. À l'époque, le projet démarrait, donc on a surtout présenté un petit peu les grandes orientations, les objectifs, puis je pense on avait peut-être fait quelques entrevues à ce moment-là, donc il y avait quelques résultats préliminaires. Mais là, on est un peu plus en arrière, on a plus avancé, on a eu le temps de faire un petit peu toute notre collecte prévue, nos activités. Donc là, on a un peu plus parlé de certains résultats les plus importants, on va dire, du projet, même si après, il y a d'autres démarches qui s'en viennent encore par rapport à ça. Comme ça a été nommé, effectivement, c'est quelque chose qui touche au croisement entre les questions de consommation, de perte d'autonomie liée au vieillissement, puis à la question de l'instabilité résidentielle, de l'itinérance, de la précarité sociale et tout ce qui va de ce côté-là. Alors, pour passer, donc, les présentations ont déjà été faites, donc ça me fait gagner un petit peu de temps. Tout ça pour dire aussi que le projet à la base vient, c'est en deux phases. Au début, on a un projet pilote qui a été financé par l'Institut, donc là où moi je suis affilié. Puis ensuite, une deuxième portion du projet plus important qui a été financé par les instituts de recherche en santé du Canada.
Donc voilà, c'est quand même significatif à partager. Voici un petit peu notre équipe de recherche. Donc c'est sûr qu'on a une certaine expertise côté de la dépendance, différentes personnes de l'Institut, puis qui ont différentes affiliations de différents lieux d'établissement d'emploi. On a aussi un certain nombre de collaborateurs qui viennent des milieux de pratique. Vous voyez des personnes du réseau public, des services de la santé et sociaux. Aussi un certain nombre de collaborateurs qui viennent du milieu communautaire. Et ça va être aussi significatif pour l'orientation du projet, puis en lien avec les thématiques qu'on a cherché à explorer. Donc nos professionnels de recherche, puis aussi à noter nos collaborateurs avec une expérience de vécu. On en avait trois qui sont encore impliqués aujourd'hui dans les réflexions qu'on a par rapport à tout ce projet-là, puis les conclusions, mais qui étaient là déjà depuis un bout de temps en amont du projet. Alors, si je remonte un petit peu par rapport aux origines du projet, plutôt que partir sur un ensemble d'éléments théoriques, moi je veux surtout repartir dans le contexte en fait de ce projet. C'est que moi, depuis que je suis à l'Institut Universal sur la dépendance, je travaille beaucoup sur les questions de perte d'autonomie, vieillissement. Un des premiers projets que j'ai mené, c'était sur les contextes d'hébergement dans le réseau, donc les questions de consommation en CHSLD, des choses comme ça. Et au fur et à mesure de l'avancement de ce projet-là, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup le profil de personnes qui vivaient ou qui étaient confrontées à la précarité, à l'itinérance, avant d'arriver en CHSLD, qu'il se passait certaines choses avant même l'orientation ou le référencement vers l'hébergement. Donc là, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, bah, peut-être qu'il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe un petit peu en amont de cette trajectoire-là, de ce continuum. Donc en fait, le projet vient un petit peu de ces considérations, de ces constatations du terrain et de la recherche précédente où justement on se rendait compte qu'il y avait une certaine interaction complexe entre les trois phénomènes qui nous intéressent ici. Donc vraiment les questions de consommation et de vieillissement, c'était notre enjeu principal, où on se rend compte qu'il y a déjà des relations un peu bidirectionnelles entre les deux. C'est que le vieillissement rend plus sensible aux effets de la consommation, puis la consommation précipite potentiellement aussi certains effets de la perte d'autonomie, enfin du vieillissement et accentue la perte d'autonomie. Et là-dedans, il y a les questions de précarité sociale, puis d'instabilité résidentielle, qui rend encore tout ça beaucoup plus complexe en termes de trajectoire de la personne. Ce qui fait qu'en fait, c'est que ça représente un défi particulièrement croissant à l'heure actuelle et que ça augmente de façon continue, c'est-à-dire ben, comment on accompagne ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on offre comme intervention? Qui est-ce qui s'en occupe? Puis on se rend compte que parfois on ne sait pas trop qui, comment, pourquoi. Puis ça, on se renvoie un petit peu la balle entre différents niveaux de service parce que on n'a pas une réponse uniforme qui soit vraiment intégrée. Donc j'anticipe certains enjeux par la suite, mais c'est ça. Donc en fait, le projet s'inscrivait vraiment dans l'idée de soutenir un petit peu la bonification de l'offre d'intervention auprès de cette population-là, considérant l'entièreté des besoins qu'elle pouvait exprimer. Donc, je révoque rapidement. Là, je suis passé un peu là-dessus sur ce que je disais à l'oral tantôt, mais c'est bien correct. Les autres enjeux que je peux vous partager ici, c'est que toute la question du vieillissement, bah, ça, c'est des constats plus généraux. Vieillissement, consommation, c'est qu'on se rend compte, et il y a encore beaucoup cette perception-là, que la consommation de substances, puis les enjeux associés à la consommation, c'est surtout quelque chose qui touche les jeunes, ce qui n'est pas nécessairement vrai et ce qui n'est pas vrai du tout en fait. Et l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est que forcément, ça va créer des enjeux d'un point de vue de l'intervention, des outils qu'on développe. C'est des outils qui ne sont pas forcément appropriés, qui ne sont pas adaptés, des seuils qui sont questionnables aussi par rapport à ces populations-là, ou comment on considère c'est quoi une consommation à risque ou non pour une personne plus âgée. Et aussi, je pourrais dire, mais c'est quoi une personne âgée, mais ça, c'est un autre sujet aussi. Donc tout ça, ça crée un ensemble de retards, voire complètement une absence de prise en charge parce qu'on n'a pas d'outils vraiment adaptés. Et quand vous rajoutez ça à la question de l'instabilité, bah, comme je vous disais tantôt, ça accélère un petit peu toutes les préoccupations qu'on peut avoir, les enjeux qu'il peut y avoir par rapport au vieillissement, perte d'autonomie, consommation. Et bah, ça représente quand même une certaine barrière significative, ou un ensemble de barrières. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la rue, qui vit des situations de précarité, va avoir des enjeux à avoir des services qui lui correspondent dans sa trajectoire. Donc, rapidement pour le contexte. Maintenant, au niveau des objectifs du projet, on arrivait vraiment à trois éléments principaux. Le principal, ça va être vraiment l'idée de mieux connaître un petit peu les trajectoires des personnes. C'est sûr que c'est par rapport à leur consommation, comment elles consomment, c'est quoi leur pratique de consommation, c'est quoi qu'elles consomment, pourquoi, et cours de leur vie aussi, comment ça a évolué. Ça peut être les trajectoires vis-à-vis du parcours résidentiel, qui, admettons, c'était quoi leur statut au fil des différentes étapes de leur vie, encore une fois. Puis aussi, principalement, les questions de parcours dans les services, par rapport à tout ce que je vous ai évoqué avant. Donc ça, c'est côté des usagers. Après, il y a aussi tout l'aspect de quand on intervient auprès de cette population-là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qui est en place actuellement dans les milieux qui les accueillent? Qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est quoi les défis? Qu'est-ce qui resterait à faire en fait? Puis en lien avec ça, ce serait de regarder à la fois ce qui se passe dans le contexte local qu'on connaît, puis après, qu'est-ce qui existe potentiellement ailleurs au niveau international? Parce que c'est des questions qui ne sont pas que réservées au Québec, et ça pose des enjeux aussi par ailleurs.
Et puis, dernier bout, en fait, et parce que c'est quand même significatif par rapport au fait de pouvoir arrimer à intégrer la réponse qu'on offre à ces populations-là, c'est la question de utiliser la recherche d'une certaine manière pour mobiliser les différentes personnes ou parties ou services que vous voulez considérer autour de ces questions-là, qu'on arrive à trouver un terrain pour que les personnes au moins commencent à discuter ou discutent davantage sur ces enjeux. Donc, voici pour les objets, les objectifs. Maintenant, côté de la méthodologie de ce qu'on a fait concrètement, bah, tout d'abord, on avait tout un bloc d'entrevues. Donc, entrevues individuelles, mais là, je commence en l'occurrence par les entrevues qu'on a fait avec des usagers. Et là, c'est des usagers de programmes d'hébergement qui ont une histoire de consommation, d'instabilité résidentielle, de perte d'autonomie liée à l'âge. Là, quand je disais tantôt que c'est quoi une personne âgée, c'est que habituellement dans le réseau, on a souvent des critères qui disent que une personne âgée égale 65 ans et plus. Le problème, c'est que dans le communautaire et des trajectoires de personnes qui ont connu la précarité et l'itinérance, ben, parfois il y a des enjeux de vieillissement précoce. Donc parfois, le 65 ans et plus, ça ne marche pas tellement. Puis on se rendait compte que, ben, vous le voyez au niveau de l'effectif en bas, et puis de la moyenne d'âge, puis on a eu des personnes qui avaient 49 ans au plus petit, en fait, la valeur la plus petite en termes d'âge, puis jusqu'à 80 ans. Et là, vous vous rendez compte quand même que ça fait quand même un échantillon où il y a une étendue de 30 ans quasiment, puis ça représente quand même pour moi, ça représente un enjeu d'un point de vue de la trajectoire de la personne. Quelqu'un de 50 ans versus quelqu'un qui a 80 ans, automatiquement, il n'y a pas nécessairement les mêmes besoins à considérer. Ceci étant dit, au-delà de ça, on voyait aussi qu'on a un échantillon qui est très masculin. C'est aussi quelque chose qu'on pourra discuter par la suite. Puis après, bon, le reste, c'est détails, c'est plus informatif sur l'aspect socio-démographique. Ce qui est peut-être intéressant à se considérer davantage, c'est les questions des différents programmes d'hébergement qu'on a considérés. Vous voyez qu'on a eu une certaine diversité de niveaux de programmes, on va dire ça comme ça, avec des personnes qui étaient en refuge d'urgence, des personnes qui étaient en logement de transition, d'autres qui étaient en résidence où ils recevaient de l'accompagnement pour leurs besoins en lien avec une perte d'autonomie ou par rapport à le vécu de la précarité. Et puis des personnes qui sont aussi, d'un point de vue beaucoup plus autonome, en appartement privé subventionné. Donc ça donne un aperçu de différentes étapes dans le parcours de stabilisation résidentielle, si on veut l'appeler comme ça. Ensuite, au niveau de ces entrevues, on a aussi mené 29 entrevues avec des intervenants gestionnaires, à la fois du milieu communautaire et du milieu des services indépendants du côté du réseau. À l'intérieur de ça, je vous mettais vite fait un petit descriptif des différents types d'emplois qu'on avait retrouvés. Donc ça donne aussi des perspectives un petit peu différentes sur les pratiques et les services qui sont offerts à cette population. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les dire à l'oral. Maintenant, côté de la littérature, pour parler de l'autre blog, comme je vous disais tantôt, de qu'est-ce qui se passait un petit peu ailleurs qu'au Québec, ou ça peut être au Québec ou au Canada, mais de façon générale, qu'est-ce qui existe comme pratique qui est documenté. Vous voyez qu'on a regardé du côté de la littérature scientifique, on a regardé du côté des documents peut-être plus cliniques, peut-être organisationnels, quand on voyait d'associations, peut-être aussi professionnelles qui peuvent exister à d'autres endroits. Bon, quelques suggestions aussi d'experts qui travaillent sur ces thématiques-là un peu partout à un niveau international. Euh, donc tout ça pour dire qu'on avait quand même 949 documents, qui n'est pas énorme pour une démarche de recensement de la littérature. En l'occurrence, c'est une revue de portée, je ne l'ai pas nommé ici, mais précisément, c'est une revue de portée. Donc 949 documents qui donnent à peu près 44 documents sélectionnés pour l'analyse. Une analyse thématique un peu de qu'est-ce qu'on trouve dans ces documents-là. Et nous, là, ce qui nous intéressait le plus, c'est toutes les questions de un, des philosophies sous-tendant l'intervention, puis les pratiques qui étaient proposées à cette population, les interventions existantes, donc l'offre de services de façon très large, puis comment on organisait ça, c'est la mise en œuvre, c'est les aspects un peu plus organisationnels autour de tout ça. Vous allez retrouver un petit peu ces détails par la suite. Bon, rapidement pour le descriptif autour de ça, bon, provenant des documents, on a beaucoup d'éléments qui viennent d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, mais surtout le reste du Canada, pas tant le Québec, ou sinon des projets qui sont transcanadiens aussi, ça peut se voir. On a un peu l'Europe, et moi je retiens toujours l'Europe du Nord parce que toute la question vieillissement, consommation, on retrouve certains écrits qui sont très intéressants dans ces pays-là. Puis un petit peu l'Australie aussi, idem, c'est Australie, Europe du Nord, c'est parfois assez informatif. Donc, ça vous donne un peu un tour d'horizon du contexte, des objectifs, de ce qu'on a fait. Puis maintenant, on partirait un peu plus aux résultats concrets de notre projet. C'est sûr que là, on parle davantage des faits saillants, des entrevues. On n'a pas le temps de rentrer en détail parce que moi, ce qui m'intéressait le plus, parce que je fais un peu l'introduction des résultats là, ça va être surtout qu'est-ce que les personnes nous proposent en fait pour améliorer les choses. Mais là, on va déjà dresser un portrait du parcours, des trajectoires, des éléments importants sur la pratique, les enjeux. Puis pour ce bout-là, ça va être plutôt Camille qui va vous présenter ces éléments-là. Oui, ben merci Vincent. Donc, comme Vincent a dit, moi je vais commencer par vous présenter les faits saillants qui ressortent des entrevues, puis
Ça, c'est juste le début des résultats, mais ensuite, je passerai la parole à mes collègues pour le reste. Donc, d'abord, un petit mot sur la trajectoire des personnes qu'on a rencontrées. Donc souvent les personnes se retrouvent en situation d'instabilité résidentielle. Ça peut être souvent soit en raison d'une séparation, d'une rupture de lien avec la famille, la perte de la capacité à payer le loyer, soit c'est parce que c'est en lien avec la consommation, ou ça peut être aussi en lien avec la hausse du prix du loyer qui est parfois couplée à une diminution des aides sociales. Il y a plusieurs personnes qui ont aussi décrit comment l'armée, ça pouvait être un élément déclencheur. Donc, par exemple, si les personnes sont exclues de l'armée ou qu'elles quittent l'armée, euh, parfois elles se retrouvent sans logement après parce que le logement a été fourni dans le cadre de leur travail de militaire. Puis parfois même, elles peuvent aussi consommer parce que parfois elles ont vécu des choses assez traumatisantes dans l'armée. Donc, la consommation peut aider un petit peu avec ça. Puis il y a aussi des problématiques de santé mentale qui peuvent aussi jouer un rôle dans la perte du logement. Et puis, on disait, il y a un parcours complexe dans le réseau. Donc, en fait, les personnes font souvent plusieurs allers-retours dans différents organismes du réseau de la santé et des services sociaux, y compris en thérapie, parfois pour le traitement de la dépendance. Puis parfois, la thérapie peut être un succès, mais c'est pas toujours le cas. Puis concernant la consommation, on a recueilli quelques éléments descriptifs pour essayer de caractériser un peu la consommation des personnes. Donc, on a constaté d'abord qu'il y a plusieurs motifs de consommation. Donc, ça peut être l'ennui, l'isolement, la solitude, la perte d'un parent, la rupture de liens familiaux, ou même l'influence de l'entourage. Puis, ce dernier point, ça c'est revenu beaucoup dans les ressources en itinérance ou pour les personnes qui sont dans la rue. Euh, on voyait aussi que c'était souvent l'alcool qui pouvait commencer à entraîner la consommation d'autres substances. Puis parfois, certaines personnes, mais pas toutes, il y a des personnes qui ont un souhait de contrôler leur consommation. Puis parfois, elles réussissent, mais c'est pas toujours le cas. C'est soit parce qu'elles sont entourées de personnes qui consomment, ou ça peut être parce qu'il y a des longues listes d'attente pour les services en dépendance. Donc, au moment où la personne se sent prête à aller en thérapie, on manque parfois de place pour l'accueillir. Après, en ce qui concerne les conséquences de la consommation, donc les participants ont raconté qu'ils vivaient un frein à l'accomplissement de plusieurs démarches administratives. Donc ça peut être comme chercher un logement, chercher un emploi, chercher la carte d'assurance maladie, faire leur démarche d'immigration. Puis tout ça, ça peut contribuer à précariser encore plus la personne. Il y a des relations familiales aussi qui peuvent être parfois plus difficiles. Parce que parfois les personnes peuvent vivre de la honte à l'idée de consommer. Donc parfois pour cette raison-là, elles voient plus leurs enfants ou leurs proches. Les personnes rencontrées ont parfois aussi plusieurs problèmes avec la justice. Ça peut être des incarcérations pour des vols ou de la conduite de véhicules après avoir consommé. Puis enfin, elles ont aussi plus de risques de chute et de blessures, surtout parce que c'est un public âgé aussi. Puis c'est un risque il y a un peu parfois du vieillissement et de la consommation aussi, ça peut augmenter le risque mutuellement. Et puis ici, on s'est intéressé aux défis que peuvent vivre les usagers des dispositifs de stabilisation résidentielle. Donc, par exemple, les heures d'entrée et de sortie dans les ressources, parfois, c'est pas très flexible. Euh, Parfois, on demande aux personnes de quitter la ressource au matin puis revenir le soir. Puis ça, c'est pas très adapté à un public âgé, parce que les personnes, elles sont plus fatiguées que les personnes plus jeunes. Puis c'est pas idéal de se retrouver à la rue à la journée longue, puis elles savent pas forcément quoi faire, elles ont pas de quoi s'occuper, puis ça les fatigue. De même, il y a aussi les dortoirs qui sont pas toujours adaptés aux aînés parce que parfois les lits sont pas confortables, ou alors on peut assigner les lits sans considérer l'âge. Donc des fois, une personne se retrouve dans des lits en hauteur s'il y a des lits superposés dans les dortoirs. Ça, c'est pas idéal non plus pour le risque de chute pour la personne âgée. Parfois, c'est difficile aussi de cohabiter avec des jeunes dans les dortoirs. Parfois, ils sont plus actifs, font un petit peu plus de bruit que les aînés qui ont besoin de plus de repos. Puis, comme on le disait aussi tantôt, l'entourage, parfois, ça peut influencer la personne à consommer. Donc, même si celle-ci elle souhaite réduire sa consommation, ben, dans ce cas-là, c'est parfois difficile d'être entouré de personnes qui consomment un peu plus ou beaucoup.
Et puis enfin, on s'est intéressé aussi aux intervenants et gestionnaires qui ont rapporté plusieurs défis qui rendent difficile l'accompagnement des personnes âgées qui consomment dans les ressources. Et donc d'abord, il y a le manque de ressources adaptées aux besoins des personnes, puis surtout en dépendance. Donc les personnes qui consomment, souvent elles sont refusées dans beaucoup de ressources. Donc ça empêche les quelques ressources qui peuvent les accepter de trouver un meilleur placement pour eux ailleurs, qui serait plus adapté. Donc c'est plus difficile. Il y a le problème du manque d'accessibilité aux services, donc les démarches administratives aussi qui sont un peu lourdes. Donc la complexité à naviguer dans le système de santé, ça peut finir par les exclure parce que elles peuvent se retrouver sans carte d'assurance maladie ou sans médecin de famille, etc. Il y a aussi un besoin de formation pour le personnel qui a été soulevé, qui permettrait de mieux accompagner les personnes, puis aussi savoir réagir en cas d'imprévu. Parce que souvent, le personnel a rapporté qu'il se sentait outillé pour aider les personnes sur le plan de la réinsertion sociale et professionnelle. Donc, ils peuvent bien les aider à faire un budget, des choses comme ça, mais ils se sentent pas forcément outillés sur le plan de la dépendance et de la consommation. Donc, ça peut compromettre le plan d'intervention si, par exemple, la personne fait une rechute de sa consommation puis qu'on sait pas trop comment l'aider. Puis il y a aussi, tu peux revenir sur, il y a aussi un refus de réduire la consommation pour certaines personnes. Donc, il y aurait plus besoin d'interventions basées sur la réduction des méfaits. Donc, parce que certaines personnes souhaitent pas cesser de consommer ou souhaitent pas diminuer leur consommation. Mais il y a des membres du personnel qui sont prêts à accepter ça, mais ils aimeraient être plus outillés du côté de la réduction des méfaits parce que ils aimeraient pouvoir les aider à consommer comme ils souhaitent, mais tout en veillant à leur sécurité. Donc maintenant, je vais passer aux suggestions d'amélioration des services. Donc moi, je vais commencer par les suggestions qui viennent de la revue de la portée de la littérature. Puis ensuite, mes collègues feront la partie des suggestions qui ont été retrouvées dans le volet qualitatif de l'étude. Donc, comme Vincent disait plus tôt, on s'est intéressé à trois sous-questions de recherche. Donc d'abord, il y avait les philosophies d'intervention. Donc, d'abord, pour ça, on a trouvé dans la littérature la réduction des méfaits, qui est une approche d'intervention assez connue. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de promouvoir en priorité la dignité puis l'autodétermination des personnes. Et ça repose sur un certain pragmatisme en fait, est l'idée selon laquelle les tentatives de sevrage ou de diminution de la consommation parfois pourraient pas forcément toujours réussir. Donc, on aurait plutôt intérêt à aider les personnes qui veulent consommer, mais de façon sécuritaire. Et c'est aussi l'idée de prioriser la qualité de vie des personnes. Puis on retrouve aussi beaucoup l'idée du logement d'abord. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il est très important que les personnes aient accès à une solution d'hébergement suffisamment pérenne en premier pour qu'elles soient mises à l'abri de la rue avant qu'on puisse essayer de répondre à leurs autres besoins. Donc on pense que on n'arrivera pas à répondre à leurs autres besoins en particulier en santé puis services sociaux, si elles sont pas d'abord en sécurité dans un logement. Donc, ça peut favoriser aussi une offre d'accompagnement qui est plus étroite et individuelle, puis favoriser l'intégration sociale. Et puis, il y a quelques articles qu'on a retrouvés, surtout ceux qui venaient de l'Australie, qui parlent beaucoup qui sont marqués par une forte philosophie de justice sociale, où, dans le fond, les auteurs argumentent beaucoup pour que les interventions auprès de ce public permettent en fait de lutter contre la stigmatisation puis d'alimenter le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour qu'on réponde mieux à leurs besoins. Ensuite, pour l'offre d'intervention, donc on retrouve le plus souvent des interventions qui concernent l'itinérance au sens large dans la littérature. Donc, par exemple, les logements permanents avec soutien, donc Permanent Supportive Housing, c'est dans lequel on héberge les personnes en leur offrant du soutien, puis des services de santé et des services sociaux. Plutôt en Europe, on a retrouvé quelques résidences de consommation supervisée. Donc, c'est surtout pour l'alcool, mais parfois il y a d'autres substances qui sont tolérées. Et en fait, dans ces résidences, la consommation est autorisée sous certaines conditions. Donc, c'est vraiment de la réduction des méfaits ici. On a trouvé aussi un petit peu de travail de rue ou de proximité pour aller à la rencontre des personnes. Et puis enfin, la littérature a beaucoup mentionné les gestionnaires de cas, donc un intervenant qui fait un plan de suivi individualisé avec la personne.
qui peut l'aider sur le plan administratif pour l'assurance maladie. Et il peut aussi aider à trouver du soutien concernant la consommation si la personne le souhaite. Puis on retrouve aussi le traitement communautaire dynamique, donc Assertive Community Treatment. Ça concerne les personnes qui ont des besoins plus élevés. C'est un peu comme les gestionnaires de cas, mais c'est plus une équipe qu'une seule personne. Et donc une équipe pluridisciplinaire. Donc par exemple, infirmier, psychiatre, intervenant. Et puis c'est une équipe qui a un peu moins de personnes à s'occuper et qui est de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis enfin, pour l'organisation des services, donc on a repéré plusieurs petites suggestions des auteurs. Donc ça peut être renforcer la continuité des soins, notamment entre les hôpitaux puis les ressources communautaires. Trouver des stratégies pour qu'on puisse mieux évaluer la consommation dans les ressources d'hébergement. Améliorer l'accessibilité aux services de santé pour diminuer les besoins de santé des personnes. Par exemple, les soins en santé mentale puis en dépendance à améliorer l'intégration des soins, donc vraiment faire du lien entre les services offerts aux aînés, les services en dépendance et les milieux d'hébergement en itinérance. Et enfin, pour le personnel dans les ressources, bien s'assurer qu'il est bien formé sur les questions de consommation et vieillissement, puis avoir un faible nombre d'usagers par professionnel. Donc juste à noter que sur la littérature, on avait trouvé assez peu d'études qui touchaient directement notre sujet de recherche. Donc, beaucoup de ces suggestions, c'est un peu plus au sens large, itinérance consommation ou itinérance et vieillissement. Mais on trouve quand même que c'est des bonnes pistes qui peuvent donner des bonnes idées pour l'intervention. Donc voilà pour moi. Et maintenant, je passe la parole à David pour la suite. Merci Camille. Maintenant, on va regarder un peu les suggestions qui proviennent des participants participantes au projet. À ce niveau-là, je veux juste faire le lien avec ce que tu disais, Camille, auparavant. En fait, les suggestions qui émergent de la littérature sont quand même semblables à ceux qui émergent des participants participantes au projet. Donc, justement, la première que je pense qu'il est important d'élaborer un peu dessus, en fait, la collaboration entre le réseau de la santé et le réseau communautaire et autres services là, aux personnes serait à renforcer, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette diapo-là en premier. C'est parce que les autres suggestions qui découlent par la suite, qu'on va voir après, auraient de la difficulté à se réaliser concrètement s'il n'y avait pas une collaboration qui serait renforcée là, de la part du réseau et des organismes communautaires. Donc, c'est important de le mentionner. En fait, là, il y a quelques pistes, quelques solutions qui pourraient s'organiser, qui pourraient devenir concrètes. Par contre, ça prend une collaboration initiale, comme je viens de le mentionner. Donc, quelques exemples sur la prochaine diapo. Puis c'était mentionné aussi, Camille, tu le mentionnais dans l'accès au service, là, au niveau des suggestions de la littérature, la transition post-opération ou post-séjour à l'hôpital vers des organismes du réseau communautaire serait à améliorer. En fait, les gens qui œuvrent au niveau du communautaire dénoncent un peu cette situation-là, comme quoi ils sont souvent au prix avec des personnes qui arrivent de l'hôpital, mais que finalement, ils n'ont pas nécessairement de domicile et donc se refuge dans un organisme communautaire et les organismes communautaires ne sont pas toujours outillés pour prendre en charge les problématiques que vivent ces personnes. Mais évidemment, si on veut faciliter ces transitions-là, ça prend une bonne communication, ça prend une collaboration entre ces instances-là. Et donc aussi, cette collaboration-là pourrait faire en sorte que les gens auraient accès davantage à des intervenants, des professionnels qui vont toucher à quelques aspects, là, autant de l'évaluation physique, psychologique des personnes pour qu'ils reçoivent des services en fonction de leurs conditions. Euh, Autant pour avoir des places dans les CHSLD, les ressources intermédiaires, par exemple, au niveau de l'hébergement, un hébergement plus pérenne. Mais encore là, c'est des suggestions qui proviennent des participants du projet qui se réaliseraient si cet aspect collaboratif-là était mis un peu de l'avant au final. Pour la prochaine partie, on parle de formation et de perfectionnement. Donc, évidemment, ces formations-là
ne sont pas nécessairement existantes en ce moment. Il n'y a pas nécessairement de formation qui aborde directement la consommation, le vieillissement, la perte d'autonomie, les troubles concomitants. Donc, les gens suggèrent de créer ces formations-là, de les rendre accessibles, autant au niveau du réseau communautaire qu'au réseau public. Puis, on ne donne pas la responsabilité à personne, là. On ne dit pas que c'est le réseau ou le communautaire qui doivent créer ces formations-là. On fait seulement mentionner que les gens aimeraient avoir plus de formation, être mieux outillés pour répondre aux besoins des personnes, euh, ce qui ferait en sorte que leurs compétences seraient renforcées. Il y aurait des réflexes plus rapides pour gérer certaines situations qui sont souvent très complexes quand on parle du vieillissement et de la consommation. Euh, donc, on parle de sensibiliser, de briser les tabous pour la consommation des personnes âgées, d'offrir des formations pratiques et concrètes avec des études de cas, et de créer des espaces aussi de soutien et de partage de bonnes pratiques pour les équipes d'intervention et de gestion, dans le but évidemment de mettre sur la table ce qui fonctionne bien, et de mettre sur table aussi les sujets qui pourraient être abordés lors des formations au final. Pour ce qui est de l'accès aux services, évidemment, s'il y a une collaboration qui est développée davantage, les services seront plus accessibles. C'est ce que les gens aimeraient, en fait, d'avoir accès à des équipes mobiles, oui, mais aussi accès à des professionnels, des gens qui ont des connaissances accrues au niveau des dépendances, mais aussi d'autres sujets pour prendre en considération les réalités des personnes qui sont plus âgées et qui consomment. Euh, et aussi d'assurer quand on fait ce cheminement-là dans le réseau communautaire et dans le réseau public, on n'est pas toujours accompagné, en fait. Donc, les gens, ce qu'ils aimeraient, autant les participants que les personnes qui sont au niveau de l'intervention, euh, les personnes aimeraient avoir un accompagnement plus personnalisé et pérenne dans le temps, donc au travers ce cheminement-là, là, au final. Euh, Aussi, d'autres suggestions qui ont été émises de développer des programmes d'hébergement. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup quand même au Québec, mais comme des PGA, des programmes de gestion de l'alcool, pour les personnes qui veulent, qui préconisent la réduction des méfaits. Donc, des hébergements avec un certain contrôle et une supervision pour la consommation. Pas nécessairement de l'alcool, les PGA sont mentionnés, mais il y a aussi d'autres choses qui se font ailleurs pour d'autres substances. Des modèles de pré-résidence avec des unités adaptées pour ces personnes-là, puis de rendre plus accessible aussi via des guichets uniques pour, comme on le mentionnait tout à l'heure, des démarches administratives, des cartes d'assurance maladie et toute autre démarche qui peuvent freiner au final au bien-être général de la personne. Pour ce qui est de l'adaptation des milieux, il y a plusieurs aspects qui doivent être pris en considération, pardon. Mais tout d'abord, d'adapter le processus d'accueil et d'hébergement aux réalités des personnes âgées. Il y a une citation qui est mise là, mais on parle d'aspects, par exemple, on le verra à la prochaine diapo, mais des heures d'accueil et des heures de sortie qui peuvent ne pas faciliter en fait la vie des personnes qui sont en vieillissement, en perte d'autonomie. Euh, donc, on parle d'une file d'attente à une certaine heure. Si les gens sont à l'extérieur, il fait froid. Donc, plus les gens vieillissent, plus c'est difficile de vivre dans certaines conditions qui peuvent être un petit peu plus difficiles. On peut regarder déjà la prochaine diapo qui nomme quelques exemples à ce niveau-là. Mais d'offrir des milieux qui sont plus stabilisants pour les personnes, qui sont moins axés sur la consommation. C'est sûr que dans certains organismes, certains établissements, il y a beaucoup de gens qui consomment, là, évidemment. Donc, il y a certaines personnes qui mentionnaient le fait d'être un petit peu mis à part ce milieu-là, mis à part le milieu de la consommation et de la rue, les aiderait en fait à gérer et contrôler leur consommation. Et d'aussi proposer des hébergements
qui sont pas nécessairement de transition, mais qui offrent à la personne de se stabiliser de façon durable, donc d'avoir un projet de vie, d'avoir l'opportunité de meubler son logement, exemple, ou de faire la décoration, de sentir qu'il y a un sentiment d'appartenance là, au final, d'avoir un chez-soi. Euh, ce chez-soi-là, il y a des gens qui ne seraient pas nécessairement en mesure d'y être seuls sans aide. Donc, des personnes qui ont une plus grande perte d'autonomie bénéficieraient d'avoir de l'aide des préposés aux bénéficiaires, par exemple, pour leurs activités de la vie quotidienne, des équipes de soutien à domicile, par exemple, aussi, qui peuvent adresser des problématiques plus spécifiques. Pour ce qui est de l'évaluation de l'entrée dans les services, évidemment, encore une fois, ça prend une collaboration entre le réseau et le communautaire, mais d'avoir accès à des gens qui vont bien cerner les problématiques des personnes, dont des spécialistes, par exemple, des ergothérapeutes pour la mobilité, des spécialistes en dépendance qui vont bien cerner les problématiques de dépendance chez les personnes, mais d'entrée de jeu lors de l'évaluation, qu'on puisse bien cerner les problématiques qu'une personne peut vivre et ensuite diriger la personne vers les bons services euh, pour que cette personne-là puisse évidemment avoir des besoins qui sont répondus et ne pas aggraver sa condition. Et d'ensuite, partager les bonnes pratiques qui se font en matière d'évaluation. Euh, donc, les choses qui sont positives, qui se font dès le départ, qui aident dans le cheminement de la personne par la suite, de justement partager ces bonnes pratiques-là en équipe, en tant que réseau aussi, mais pour que ces solutions-là restent pérennes et puissent aussi être accessibles à d'autres personnes au final. Pour ce qui est de l'encadrement et de l'accompagnement à la consommation, quelques suggestions ont émergé. Là, vous en avez quelques-unes ici. Donc, des espaces de consommation et de soutien pour accompagner les personnes, évidemment, dans une perspective de réduction de méfaits. Ce qui est d'ailleurs pas nécessairement l'optique de tout le monde. Là. Il y a des gens qui veulent arrêter vraiment. Donc, leur perspective, c'est plutôt l'abstinence, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, ça varie vraiment en fonction des motivations des personnes, mais effectivement, d'avoir des espaces à disposition, de soutenir les gens, peu importe leur motivation, avec des ateliers, des groupes de discussion, des groupes d'entraide, comme les alcooliques anonymes, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein. Mais que ce soit accessible pour les personnes parce que c'est effectivement un besoin de partager un peu leur vécu, d'avoir des relations avec des personnes qui vivent ou qui ont vécu les mêmes choses que eux vivent ou ont vécu. Et donc de créer un sentiment d'appartenance là, dans ces groupes-là, peu importe l'origine. Ensuite, de créer des équipes multidisciplinaires, pardon, avec des spécialistes en dépendance, comme je le mentionnais plus tôt, que ce soit en soutien à domicile ou que ce soit en soutien dans les refuges, qui ne se nomment plus des refuges, en fait, qui sont plus axés sur de l'hébergement plus moyen-long terme, mais d'avoir des personnes qui font des visites à ces endroits-là. Ça serait aidant pour les personnes qui vivent une situation de perte d'autonomie, qu'elle soit causée par la consommation ou non. Euh, pour ce qui est de l'intervention, on va présenter les choses en deux volets, donc savoir-faire, savoir-être. Premièrement, pour ce qui est du savoir-faire, de mettre en place des interventions qui sont plus préventives, pardon, qui notamment viennent aider les personnes en début, autant au niveau de l'évaluation que dans leur cheminement par la suite. Donc, il y a beaucoup de gestion de crise qui se fait malheureusement au niveau du réseau communautaire, aussi au réseau public, mais c'est une autre chose, là. Mais principalement dans le réseau communautaire, c'est souvent, c'est un peu ça, là, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est pas toujours évident de faire la prévention avec ces personnes-là, évidemment, et ils ne sont pas, ils et elles ne sont pas toujours ouvertes à ces questions-là.
Et donc, par la suite, d'offrir un accompagnement qui est plus personnalisé, qui est constant et de prendre évidemment le temps avec les personnes, de créer un lien de confiance, c'est quand même important. Là, c'est une suggestion qui revient beaucoup, de ne pas nécessairement se concentrer sur la consommation, sur les échecs et tout ça, mais de puiser vraiment dans les ressources des personnes qu'ils ont encore, bien que certains soient en perte d'autonomie, de puiser les ressources qui sont acquises euh, et d'offrir ensuite un accompagnement qui va en fonction des forces de ces gens-là. Pour ce qui est du savoir-être, grosso modo, je mentionnais tout à l'heure, là, briser les tabous. Euh, c'est important quand même de se mettre dans une position où ces personnes qui sont âgées là ont un vécu, ont une histoire, ont une famille où c'est des humains finalement. Donc, s'intéresser à eux, à leurs besoins, dans le respect et valoriser leur autonomie, valoriser aussi le réseau social qui se sont créés à l'intérieur de leur milieu d'hébergement. Ce pas toujours des milieux d'hébergement qui sont stables, ils n'ont pas toujours des programmes qui sont stables, mais souvent, ce que les personnes disent, c'est qu'ils arrivent tout de même à se créer un réseau social euh, dans leur cheminement à l'intérieur des organismes, même s'ils n'ont pas nécessairement d'appartement ou de logement stable. Donc, comme je le mentionnais tantôt, là, se concentrer sur les compétences, les aspirations et les besoins des personnes et reconnaître et respecter les liens d'appartenance, comme je viens de le mentionner, dans les milieux de vie. Pour terminer, évidemment, les activités, les loisirs, le bénévolat, les occupations sont très importantes pour ces personnes-là. Ils n'ont pas toujours les mêmes besoins, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Euh, Comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'il y en a qui aiment le bingo que tout le monde aime le bingo. C'est très le fun le bingo, mais c'est pas toutes les personnes âgées qui aiment ça. Donc, de vraiment essayer de valider les intérêts des personnes, et ensuite de leur offrir des activités qui vont vraiment en fonction de leurs aspirations. C'est terminé pour moi. Je vais laisser Vincent Ouais. conclure le tout. Pour le petit temps qui nous reste, parce que je pense que c'est sûr que c'est un tour d'horizon assez rapide du contenu qu'on a eu dans le projet, même juste pour ce bout des suggestions d'amélioration. C'est sûr que là, quand on entend ça ou quand on lit ça, c'est beaucoup, c'est un monde assez rose, merveilleux, si tout fonctionnait bien. C'est sûr qu'il y a peut-être des milieux qui sont plus avancés que d'autres dans ces considérations-là. Il y a peut-être des choses qui existent déjà sur certains endroits, pas d'autres. Il y a aussi une certaine hétérogénéité, puis c'est normal. Ça ne veut pas dire que tout est faisable pour tout le monde à court terme. Il y a des choses qui sont peut-être plus urgentes, moins urgentes, plus prioritaires, moins prioritaires. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup des questions de collaboration, justement de renforcer ces aspects-là, parce que finalement, c'est ça qui est vraiment la pierre angulaire de tout le reste. Si déjà on considère l'intégration des soins, l'accompagnement multidisciplinaire avec des équipes de personnes de plusieurs types d'emplois, de différents milieux. Mais si déjà on n'a pas les bons canaux, les bonnes passerelles, il n'y a rien de tout ça qui peut vraiment tenir, déjà être mis en place, puis tenir dans la durée en fait. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a du stock, puis qu'on discute encore de beaucoup de ces choses-là d'un point de vue de l'opérationnalisation. Puis ça me permet de faire le lien en fait avec le premier point que je voulais aborder par rapport à qu'est-ce qui s'en vient. Puis qu'est-ce qui s'en vient à très court terme, en fait, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, c'est d'aller voir un petit peu avec nos milieux de pratique partenaires, donc les quatre milieux qu'on évoquait à l'origine, mais après peut-être d'autres en fonction des intérêts puis des liens qu'on peut avoir, de voir un petit peu comment les milieux reçoivent ces éléments-là, puis qu'est-ce qu'ils en pensent, et après tout le travail de réflexion sur l'opérationnalisation, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc ça, c'est un peu, on est là rendu à ce stade-là au niveau de cet automne. Puis dans la foulée de ça, en fait, en novembre prochain, on va participer aux États généraux sur de l'itinérance. Euh, on veut présenter un atelier, mais c'est là où ça va être un peu dans cette même posture de les regarder un petit peu les différents acteurs du milieu communautaire en hébergement qui sont concernés par ces thématiques-là pour voir un petit peu comment ils réceptionnent ça. Un peu un travail de co-construction des étapes d'après, en fait, de dire considérant ce que nous on a vu au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces éléments-là? Qu'est-ce qui peut vous aider en fait dans ce que vous pouvez mettre en place ou vers quoi vous devrez aller chercher des choses potentiellement? C'est vraiment pas prescriptif en disant il faut que vous fassiez ça. C'est ça. C'est la démarche de recherche qui met en avant des enjeux, puis on peut continuer à réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on fait avec tous ces choses-là.
Bon, à côté de ça, nous, c'est sûr qu'on a des démarches un peu plus académiques dans le sens où on va, sur la base de ce contenu-là, créer justement des documents qui vont plus servir au transfert de connaissances. Moi, j'aime bien faire des documents qui sont un peu plus synthétiques sur les grands éléments du projet de recherche, donc le découper peut-être par thématique, par objet. C'est, mettons d'un côté des faits saillants sur les trajectoires, un fait saillant sur les enjeux du terrain, puis après tout le morceau sur des recommandations pour potentiellement améliorer les choses. Bon, après, je vous mettais des exemples de conférences où on va se positionner le mois prochain, où ça va être côté dépendance à Lisbonne en Europe, puis à Edmonton pour le côté de Géronto. Puis on essaie sur ces projets-là justement d'aller s'investir dans les différents milieux, que ce soit dépendance, tout le côté de la personne âgée, de la gérontologie, gériatrie, puis tout ce qui touche itinérance, précarité, côté communautaire aussi, dans tout ce bloc-là. En tout cas, il y a les trois thématiques qu'on retrouve aussi dans des perspectives de transfert de connaissances. Et puis, en fait, par rapport à nos propres projets de recherche, ben, c'est sûr que nous, sur ce continuum de vieillissement, perte d'autonomie, consommation, bah, il y a d'autres choses en fait qui nous manquent encore. Là, on regardait beaucoup l'hébergement, les questions d'hébergement de sens large. Et le morceau qui nous manquerait à cette heure, c'est vraiment la question du soutien à domicile. Et encore une fois, c'est dans la prolongation des précédents projets, c'est-à-dire bah, on a regardé les personnes en CHSLD ou dans le milieu, en hébergement, dans le réseau, qui est un bout du continuum. Puis avant ça, il y a potentiellement des personnes qui sont en hébergement ou dans des dispositifs d'hébergement dans le communautaire. C'est un bout en parallèle de ce morceau d'hébergement. Mais avant ça, il y a un certain nombre de populations, puis ça représente quand même une population assez importante au niveau de la population québécoise qui a recours au soutien à domicile et qui peuvent vivre des enjeux de consommation. En fait, dans nos cheminements, on est un peu en dessus, puis c'est le projet qu'on a commencé en avril dernier. Donc, c'est quand même un projet de 4 ans, puis ça s'en va quand même loin. Où là, par contre, on a vraiment l'ambition d'aller dans toutes les zones du Québec, dans toutes les régions du Québec, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Parce qu'effectivement, le point que j'ai pas nécessairement nommé auparavant, c'est que toutes les entrevues qu'on a faites là, c'était essentiellement à Montréal. C'est quand même un point significatif parce que le projet durait relativement peu de temps, qu'on a dû faire le choix de rester là, rester ici. Mais considérant, mettons on regarde un petit peu l'évolution démographique, qu'on regarde un peu l'évolution des situations, ne serait-ce par rapport à l'itinérance ou au vieillissement de la population, ça crée des enjeux dans des milieux qui sont peut-être encore moins habitués en fait que des milieux urbains traditionnels, que le centre-ville de Montréal, mettons à Québec, mais maintenant quand des milieux qui sont un peu plus ruraux, bah, comment ça se joue là-bas en fait. Mais en fait, c'est dans cette optique-là qu'on va sur des perspectives un peu plus provinciales dans le cadre de ce projet-là qui s'en vient. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. Bon, là, je vous mettais les références à la fois, bon, la présentation plus générale, puis après nos références de la littérature en tant que telle. Comme ça, j'imagine que le diaporama sera rendu disponible. Et puis je finissais par ça, justement, par remercier ben, les financeurs, puis les partenaires du projet, puis vous pour votre attention. Puis si jamais il y a des questions de commentaires, ben, n'hésitez pas à nous contacter, soit maintenant, soit plus tard. Puis voilà, vous avez les coordonnées, puis ça marche bien comme ça. Donc voilà, ça fait le tour pour nous pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. C'était super intéressant. Alors, pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas, vous avez deux options pour nous poser vos questions. Vous pouvez soit les écrire dans le module questions-réponses qui est situé à votre bas de votre écran, puis moi, je vais pouvoir les lire. Ou sinon, vous pouvez lever votre main là, et Armel va pouvoir vous donner le droit de parole. Puis vous pouvez poser votre question de vive voix selon vos préférences. Alors, en attendant que les gens écrivent leurs questions ou lèvent leurs mains, je peux vous poser une première question. Dans le fond, là, vous avez présenté plusieurs là, suggestions puis mis en évidence là, des pistes un peu où on peut s'en aller. Il y en a beaucoup. Alors, laquelle qui serait la plus prioritaire à poursuivre et pourquoi? En fait, comme on le mentionnait, c'était vraiment l'enjeu pour moi de la collaboration, en fait. Parce que c'est vraiment la première étape pour beaucoup d'autres éléments qui ont été évoqués ici. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de passerelle ou s'il n'y a pas de liens qui sont vraiment enfin, identifiés, qui sont faciles à utiliser, emprunter, bah, c'est difficile de mettre en place le reste. L'enjeu qu'on a aussi, c'est que les services, ils connaissent, ils trouvent des façons de faire quand justement il y a besoin d'avoir une expertise dans un autre milieu. Mettons, une organisme communautaire a besoin d'une expertise dans le réseau côté dépendance, bah, ils peuvent trouver des interlocuteurs. Le problème, c'est que parfois, c'est un interlocuteur qui va être une référence pour la suite. Et le problème étant que bah, autant le réseau public que le réseau communautaire, lui, il est quand même beaucoup exposé, enfin, ils sont beaucoup exposés aux enjeux de roulement de personnel. Ce qui fait que cette personne-là, bah, soit elle est surchargée aussi de ses autres activités, mais mettons qu'elle parte pour diverses raisons, bah, au final, on vient de faire disparaître le lien qui existait, la passerelle qui existait. C'est pour ça qu'en fait, c'est collaborer, oui, c'est une chose, mais c'est même formaliser
des ententes entre services ou entre sources, ou entre réseaux, pour que justement ces liens-là soient moins dépendants d'une bonne interaction entre une personne à personne, mais que ce soit plus service à service ou réseau à réseau. Et ça, c'est quand même une démarche assez significative. Puis là, c'est sûr que derrière ça, il y a tout un enjeu de comment on sensibilise aussi des gestionnaires de services, mettons dans le réseau, mais peu importe. Comment on sensibilise aussi les gestionnaires à dire, bah, c'est une thématique, c'est des phénomènes qui sont significatifs, ça représente une charge pour les services, pour les intervenants. Mais qu'est-ce qu'on met en place? Comment on peut faciliter, comment on peut mettre de l'huile en fait un petit peu dans tout ça? Puis ça passe beaucoup sur c'est des choses que nous avons évoquées là, mais c'est la question de sensibiliser les intervenants, oui, les gestionnaires en haut, puis toute l'organisation plus large, en fait. Puis c'est surtout important dans le réseau, je pense, là, au sens large. Mais bon, tout ça pour dire que c'est collaboration, puis formalisation de ces collaborations, où c'est vraiment un aspect très, très important, en fait. Je sais pas si David ou Camille, vous voulez rajouter des choses. T'as tout dit. Ok. Ça va aussi de mon côté. Puis, ben, un peu une question pour faire suite à cette question-là. Ben là, l'enjeu là, d'établir cette collaboration-là, ça semble assez quelque chose qui est quand même d'envergure, vu qu'il y a quand même assez plusieurs petits problèmes. Mais dans, mettons, les suggestions que vous avez mises, est-ce qu'il y en a une que vous trouvez que ça, peut-être que ça, c'est peut-être pas la plus prioritaire, mais quelque chose qui serait plus facile à intégrer maintenant, puis qui pourrait quand même avoir un impact, que ce soit la qualité de vie des personnes ou comme ça, qu'est-ce qui pourrait être en fait, dans le fond, ma question, c'est qu'est-ce qui pourrait être un peu plus fait dans le Maintenant. maintenant? Ouais. Ben, je pense qu'il y a peut-être deux niveaux. Je pense qu'il y a tout l'enjeu de peut-être adapter les règles d'accès à certains milieux d'hébergement. Quand on parlait des questions des refuges ou des établissements comme ça, je pense que ça prend pas grand-chose pour dire ben, comment on peut ajuster un peu plus pour être plus accommodant pour les personnes âgées qui ont potentiellement des enjeux spécifiques en lien avec la part d'autonomie. Quand on parlait des règles d'accès ou d'avoir des espaces où ils peuvent résider, où c'est quand même plus cohérent. On va dire, on va pas lui demander de monter sur un lit superposé alors qu'il n'a pas nécessairement une bonne mobilité, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont très, très terre à terre, très pragmatiques. Donc, je pense que ça peut quand même bien s'ajuster. Puis en parlant de ça, c'est que dans les milieux auxquels on est retourné récemment, ils nous disaient, ils avaient commencé à dire, bah, ouais, on va peut-être ajuster un peu différemment. Puis le truc, c'est que je suis pas sûr que l'ajustement se fait parce que c'est des personnes âgées, mais parce que c'est la population plus générale, la clientèle qui reçoit habituellement, ils essaient de repenser un peu la façon d'ouvrir des services, mais je suis pas sûr que c'est le focus spécifiquement personnes âgées. Mais tout est dans tout, en fait, donc ça revient un peu à la même chose, là. Au final, c'est au bénéfice de cette population aussi. Mais l'autre bout que je trouve intéressant, qui peut être aussi facile à soutenir, c'est peut-être toute la question des activités, en fait. C'est des activités sociales, des groupes, le fait de faciliter la venue de groupes ou de soutenir le fait qu'il y ait des groupes de discussion dans les ressources. Parce que parfois, il y a les résidents ou les usagers, ils savent qu'ils peuvent se rendre à tel endroit pour trouver justement un groupe de parole, un groupe de discussion. Après, il y a tout l'enjeu de la mobilité pour se rendre là-bas, puis dire, bah, on n'a pas nécessairement de transport pour y aller. Donc, soit on fait venir les groupes dans le milieu, soit on facilite la mobilité des personnes. Donc, c'est-à-dire que ça prend un accompagnement, quelque chose, c'est-à-dire ben, je peux réserver un transport pour t'emmener puis te rechercher. Ça peut être des choses qui peuvent se considérer aussi. Il y a des transports qui existent dans certains milieux communautaires, dans certains organismes qu'on a pu approcher. Donc, après, c'est peut-être une question de systématiser ça, d'organisation. Après, ce qui reste rarement simple, c'est que ça prend quand même des ressources. Et puis, on va toujours se heurter un petit peu aux questions de ressources à la fois humaines, financières, matérielles. Donc il y aura toujours ça qui va un peu nous contraindre, surtout dans le contexte actuel où ça peut être encore plus frappant. Mais bon, si j'y allais un peu dans cette direction, je dirais ça en priorité. Je sais pas, David ou Camille, encore une fois, est-ce qu'il y a des petits bouts qui peut-être vous avez peut-être même, le même rapport à moi ou la même opinion, ça marche aussi. Ouais, moi j'aurais dit la même chose. Je pense que tout ce qui est à un niveau un peu plus macro, ça va être peut-être dans un temps un peu plus à long terme. Ça va prendre beaucoup plus de plaidoyer au niveau des décideurs, etc. Mais peut-être les petites choses comme tu citais, ça peut peut-être être un bon point de départ, comme justement les petites adaptations dans les refuges, tout ça, Mhm. ce qui est possible de faire. Ouais, ça fait bien du sens. Puis, tu sais, juste pour faire le lien avec les questions qui sont dans le chat,
Effectivement, je ne pense pas qu'on ait des réponses au niveau de l'estimation des coûts. Ça serait se projeter très loin et je pense que c'est hors de notre champ de compétences là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si Vincent, tu voulais rajouter quelque chose par rapport aux questionnements qui sont dans le chat. Ouais, bah, c'est sûr que la question économique, ça reste toujours un enjeu. Nous, on s'aventure pas de Ouais. ce côté-là, mais on sait que c'est quand même un facteur limitant, surtout dans le communautaire. Mais même du côté réseau, avoir eu cet enjeu-là récemment avec l'autre projet en hébergement, ça prend, même, mettons que si on ait le projet de créer des places d'hébergement en plus, ça prend toute une démarche d'un établissement pour faire remonter au niveau du ministère, puis toutes ces choses-là. Puis ça, c'est vraiment du travail. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont peut-être plus abordables, on va dire, d'un point purement économique avec les ressources actuelles. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus complexes. Mais même avec les ressources actuelles, les questions de collaboration, je suis pas sûr que ça prenne beaucoup plus, en fait. Je pense qu'il y a des passerelles de collaboration qui peuvent se faire sans trop surcharger, sans trop changer les habitudes non plus. C'est ça. Je dis pas que ça va être parfait non plus. Je suis pas sûr que ça soit suffisant non plus. Mais tu sais, à court terme, il y a peut-être cette considération-là. Mais bon, tout l'aspect économique, c'est sûr que c'est un peu quelque chose qu'on a moins considéré. C'est pour ça que je disais que c'est un peu notre monde tout rose et tout merveilleux, parce qu'au final, on donne des solutions de façon très idéale, là, mais après, dans le concret, c'est sûr qu'il y a toujours ces enjeux très pragmatiques, là. C'est ça. Mhm. Mhm. Parfait, je vais lire la deuxième question qui était Ouais. dans le chat, qui est avez-vous des idées quant aux effets potentiels là, des interventions en amont qui sont, mettons, l'amélioration des soins de santé mentale pour les adultes, l'aide à l'emploi, l'inclusion sociale? Bah, je pense que ça rejoint un petit peu les enjeux qu'on évoquait tantôt avec les perspectives de prévention, en fait. Parce que par expérience, avec ces populations-là, on se rend compte souvent qu'on arrive au bout de la ligne, on se rend compte qu'on se retrouve devoir trouver un hébergement, devoir trouver les services qui soient ajustés aux besoins d'une personne qui est très lourdement en perte d'autonomie. Et là, on se dit, ben, on a échappé quelque chose avant, en fait. Puis, je pense que le gros enjeu, puis le gros levier sur lequel on pourrait jouer, en considérant tous ces éléments, toutes ces suggestions qui peuvent être là, c'est dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'aggraver ben, potentiellement les conséquences liées à la consommation de substances, limiter la perte d'autonomie, donc c'est-à-dire que la personne reste autonome le plus longtemps possible. Puis après, il y a tous les enjeux pour ça qu'on parlait des questions de logement d'abord, mais toute la question de la stabilisation résidentielle, d'avoir accès à un logement. Puis ça aussi, ça facilite beaucoup la vie en général. Dire quelqu'un qui a un lieu de vie, des bons, en termes de besoins de base, c'est quand même un minimum en fait. Puis tout ça est ensemble en fait. Donc plus on intervient en amont, plus ça permet d'éviter que les trajectoires on est vraiment rendu là sur ces thématiques-là, sur des cercles vicieux. Donc plus on défait le cercle, plus c'est facile d'avoir c'est quelqu'un qui reçoit des services, qui a une meilleure santé, un meilleur état général de santé, de bien-être et toutes ces choses-là. Donc, de façon très large, moi, c'est plus dans une logique de continuum, de trajectoire. On dit, ben, intervenir en amont pour éviter que ça dégénère davantage, en fait. Puis c'est un peu ça qu'on retrouve souvent comme discours. C'est-à-dire, ben, on les retrouve là, mais là, c'est des histoires d'un historique très long de choses, de situations qui ont vraiment dégénéré parce qu'on ne trouvait pas de réponse, puis qu'il y a des. Je vais en service, mais ça ne convient pas, je retourne en service, ça ne convient pas, puis c'est beaucoup des choses comme ça, d'insatisfaction, de déception, de choses qui ne fonctionnent pas. Puis la personne, c'est pour ça qu'on parlait aussi je dérive sur autre chose là, mais sur le besoin de la confiance en fait. C'est des personnes qui ont parfois besoin qu'on leur reprouve que quelque chose peut fonctionner aussi. Puis je trouve que c'est quand même significatif aussi comme approche de dire, ben, je te propose des façons de faire, des services, des interventions ça va pas tout régler en une seconde, là, mais au moins on est là, il y a quelque chose en tout cas. On t'entend, on entend tes besoins. Ça a l'air un peu plate comme ça, là, mais je pense qu'il y a quand même ce travail-là aussi qui est important. Donc, ouais, c'est ça. Parfait. Alors, il est déjà 59. Alors on va mettre fin à cette discussion. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous là, pour notre retour en septembre des webinaires du RRSPQ et de Calaxia. Dans le fond, je vous remercie beaucoup de vous avoir présenté aujourd'hui. Un plaisir. Dans les jours qui suivent, vous allez recevoir, dans le fond, un courriel avec toutes les informations là, par rapport à l'enregistrement et les diapositives. Aussi, ces informations vont être disponibles sur le site web du RRSPQ ou c'est sur la page YouTube de la santé mentale des populations et aussi on a sur le site web de Calaxia. Alors, je vous souhaite tous un bon après-midi et une bonne semaine et à la prochaine.
À la Merci. prochaine. Merci. Au Merci revoir. Bye. beaucoup. Au revoir. Au revoir.